D'abord, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du Collège maçonnique et donc de son président, Christian Roblin, pour cette deuxième série des entretiens d'été du Collège. Nous avions l'an dernier réalisé une première série d'entretiens et je pense que cela avait donné satisfaction à tous. Nous allons donc renouveler l'expérience cette année et nous accueillons pour ces entretiens d'été, pour le troisième entretien, Laura Lange. Il faut vous dire que nous avions décidé cette année de mettre le curseur général sur l'un des fondements de la franc-maçonnerie, qui est le fondement de l'éthique. Et nous déclinons au long des différents entretiens l'éthique et les libertés publiques, l'éthique et la médecine, l'éthique et les médias, l'éthique avec l'environnement. Il y a 11 entretiens et à chaque fois, il y aura une conférence sur une partie de l'éthique. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Laura Lange, qui vous sera présentée tout à l'heure. Je remercierai également le secrétaire du Collège maçonnique, qui est Jean-Robert Demas, que vous avez vu quelques instants à l'écran, qui est celui qui gère en back-office, si je puis dire, toute la technique du webinaire. Nous accueillons donc Laura Lange, qui est lyonnaise, et en fait, je viens de me rendre compte que toute l'équipe est lyonnaise, puisque nos deux modérateurs sont lyonnais et que ma co-organisatrice, Marie-Thérèse Besson, est également lyonnaise. Aussi, je cède la parole sans plus attendre à Marie-Thérèse Besson, qui est l'ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Marie-Thérèse, à la parole. Merci, merci Alain Noël. Effectivement, la main est aux Lyonnais, puisque nous sommes 4 Lyonnais ce soir. Nous sommes en force entre Rhône et Saône. Alors, je vais vous présenter Mario Barmaki, et lui-même vous présentera Laura et Heidi. Donc, d'abord, Mario est médecin-chef de service d'un département douleur et soins de support dans un hôpital lyonnais, donc. Il est maître de conférences à l'Université Lyon 1. Il est président du comité d'éthique locale. Et puisque nos modérateurs sont francs-maçons, il est franc-maçon depuis 31 ans à la Grande Loge nationale française. Nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. C'est la première fois que nous l'accueillons. C'est un grand plaisir. Et je vais donc lui céder la parole. Donc Alain Noël et moi allons disparaître à notre tour. Et vous ne verrez plus que Laura, Heidi et Mario. Donc, Mario, à toi. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais commencer dans un ordre inverse de préséance. Effectivement, je vais présenter ma co-animatrice avant de présenter la conférencière de ce soir. J'ai le plaisir d'être aux côtés de Heidi Giovacchini, qui est aussi maçonne à la Grande Loge féminine de France depuis 16 ans, qui est responsable d'un établissement de santé et qui a aussi un grand champ d'expertise dans le sujet de ce soir. Alors, une fois les présentations des modérateurs qui se feront discrets durant la conférence, maintenant que les présentations sont faites, il me revient le grand privilège de présenter la conférencière de ce soir. Alors, quand la philosophie rencontre le soin, et si tant est que la philosophie n'accompagne pas au quotidien le soin, quand la philosophie se rapproche de la médecine, quand la philosophie parle de la relation à l'autre, le tout, quand c'est écouté par des initiés qui subliment des idéaux pluricentenaires, eh ben, ça donne la soirée de ce soir et ça donne notre conférencière qui est le docteur Laura Lange, qui est docteur en philosophie, qui est spécialisée dans l'éthique de la santé et qui est une conférencière émérite, reconnue, animatrice, chroniqueuse. On pourrait en dire beaucoup, mais sans plus tarder, pour respecter un timing qui terminerait normalement la soirée vers 21h, nous allons très vite passer la main au docteur Laura Lange pour cette conférence. Juste pour information, il y aura effectivement des possibilités de faire des questions et réponses. Vous utiliserez bien sûr le chat qui est en bas à droite de votre écran, des questions et réponses. On essaiera de sélectionner les questions au fur et à mesure, les trier par… alors,
citera pas chaque personne et chaque question. Il y en aura peut-être, là je vois que nous sommes déjà 132 connectés, ce qui est magnifique. Mais on essaiera effectivement de faire une synthèse de ces questions-là et on les transmettra directement. On se fera vos porte-paroles. Sans plus tarder, Dr Lange, vous avez la parole. Par contre, il faudrait mettre le son. Enlever le... C'est mieux, c'est mieux. Merci. Merci, c'est un plaisir de revenir cette année sur un sujet bien différent, puisque la première fois, j'avais eu l'occasion de partager plutôt ma casquette de conférencière en entreprise, en partageant vraiment qu'est-ce que c'est qu'entreprendre la vie avec philosophie. Et là, aujourd'hui, c'est une thématique particulière qui m'invite à renouer avec le côté plus universitaire, puisque j'ai eu la chance de travailler, d'étudier la question du care à travers mes recherches, donc mon travail de doctorat. Je faisais un clin d'œil tout à l'heure, vous m'avez présenté comme docteur, mais sur le mail, c'était marqué doctorante. Je me suis dit que les choses étaient plutôt bien liées, puisque je me suis replongée aujourd'hui dans mes recherches. En même temps, c'était pas quelque chose qui était lointain, puisque je termine actuellement la version du livre. Donc, c'est vraiment ce que je vais vous proposer ce soir à travers le prisme du care. C'est un résumé de la façon dont je l'ai traversé à travers, vous le verrez, un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, au plaisir d'en converser ensuite. On part ensemble sur une trentaine de minutes à peu près, peut-être un petit peu plus. Et puis voilà, en espérant que ce sujet vous parle. Alors, quand on m'a soumis ce sujet, c'est vrai que ça m'a reconfrontée au care, cette notion qui est très évasive, qui est d'ailleurs difficilement saisissable et difficilement aussi, on a du mal à la définir spontanément sur qu'est-ce que le care. D'ailleurs, il est intéressant de retenir que ce terme anglais reste non traduit. On le maintient ainsi. On parle du care, même en France ou ailleurs. Tant il renvoie notamment en français à des notions diverses et variées. Le souci, le soin, la proximité, l'attention à l'autre, la sollicitude. En bref, on pourrait commencer par dire que se référer au care, c'est attirer l'attention sur l'attention. J'aime beaucoup les mots pour ceux qui se souviennent. C'est évoquer, on pourrait dire, à la fois une dimension morale, et ça c'est important, une attitude, une disposition. D'ailleurs, en anglais, on dit care about ou care for, mais aussi donc une dimension morale, mais aussi une dimension pratique, pragmatique. On parle d'activité ou de travail, take care. Donc on est vraiment dans cette activité. Et là, on voit combien ça peut être lié à l'éthique, ce travail, cette activité. On parle effectivement d'une éthique du care, ou pour certains de la sollicitude, mais restons sur le care. On parle d'ailleurs d'une éthique du care. Il serait beaucoup plus juste de parler des éthiques du care, tant elles sont incarnées de manière assez différente, et je vais essayer de vous le montrer. Alors, l'éthique du care, pour resituer tout ça, ça émerge au XXe siècle aux États-Unis. Et ce n'est pas anodin de le dire, puisque l'éthique du care n'émerge pas par hasard, elle émerge en réaction à un système qui va prendre corps aux États-Unis, qui est le système, en l'occurrence, néolibéral. Alors, je vais expliquer un peu tout ça. Je me permets quand même ce point d'histoire du care, car son apparition, elle est étroitement liée à l'histoire. C'est-à-dire que sans cette histoire précise, le care n'aurait peut-être pas eu raison d'être, ou n'aurait pas fait autant écho. Et donc, c'est aux États-Unis, dans les années 30, que va apparaître une vague ou un courant qu'on peut appeler le courant néolibéral. Il va faire son apparition donc aux États-Unis, et il y a de nombreux penseurs qui ont travaillé sur ça, et notamment Michel Foucault, sociologue, philosophe, qui a travaillé sur le néolibéralisme américain, qui, pour faire simple et pour le résumer, se caractérise, on pourrait dire les choses ainsi, par l'instauration de ce qu'on pourrait appeler une rationalité politique, qui va faire suite à la crise de 1929, vous savez, pour regagner en maîtrise. Donc, un nouvel élan, une rationalité politique. Et cette rationalité politique, elle va étendre de manière assez inédite les mécanismes économiques à l'ensemble de la vie. Tout va se vivre à travers le prisme du capital. C'est le moment où le libéralisme tombe dans le champ du capital, on pourrait le dire ainsi. Dès lors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tous les domaines du vivant vont entrer dans ce champ du capital. Et
ça veut dire que les sujets, alors aussi bien tous les domaines, hein, donc les loisirs, etc., de la politique à la médecine, aux loisirs, aux champs les plus intimes qui soient, la sexualité, Michel Foucault a beaucoup travaillé sur ça, etc. Et donc, même le sujet, par exemple, d'entreprendre d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, de se marier ou de ne pas se marier, de prendre un traitement ou de prendre soin de sa santé ou de ne pas prendre soin de sa santé, voilà que tout cela va résulter désormais d'un calcul qu'on pourrait appeler un calcul économique, puisque partout, dans tous les interstices de nos vies, le but va désormais être de capitaliser. Je pense que ça peut nous parler quand même en termes d'héritage. Il s'agissait, disait Michel Foucault, d'optimiser pour chaque individu ce qu'il appelle un capital humain. Cette notion de capital humain, on la connaît sans vraiment savoir ce que ça signifie. En somme, c'est entendu comme un stock d'aptitudes, de compétences dont chacun dispose et qu'on va pouvoir utiliser pour vivre et travailler. Et donc, voilà, Foucault précise dans une formule que je vous partage que chaque individu a, je cite, pour tâche d'améliorer dans sa vie sans cesse son capital d'attitudes et de compétences. Ça, c'est le bocal néolibéral, et voici le courant qui l'emporte à l'intérieur, on pourrait dire. À ce titre, évidemment, le néolibéralisme n'était pas un simple prolongement de la dynamique libérale. Il interprétait, on pourrait le dire ainsi, l'ensemble des relations sociales, et c'est là qu'on va voir combien le Caire va émerger, l'ensemble des relations sociales sur le modèle absolument inédit de l'entreprise. C'était l'avènement du nouveau sujet néolibéral, l'entrepreneur de sa vie. Et la notion d'entreprendre, elle est vraiment parlante pour nous autres, c'est-à-dire que c'était de faire capitaliser sa petite entreprise pourvu qu'elle ne connaisse pas la crise. Pourvu qu'elle ne connaisse pas la crise, on sent petit à petit arriver le besoin justement de nouer des liens et donc l'avènement du Caire. Alors, pour entreprendre et capitaliser dans cet environnement, l'individu de fait va gagner à être déchargé. S'il doit capitaliser, il va gagner à être déchargé dans sa vie, notamment par l'activité d'autres individus. Le plus souvent de femmes prêtes à remplir des tâches dites de soins au sens large, que prenons par là des tâches subalternes, d'assistance, de secrétariat, des tâches de soins ménagères, familiales, médicales, etc. En somme, des missions peu valorisées, davantage aujourd'hui, mais qui sont absolument essentielles. Il y a eu tout un débat sur ce qui est essentiel. C'est essentiel à l'organisation, évidemment, de notre société, on l'a vu. À ce titre, le courant féministe, évidemment, va se lever, et la féministe et politologue anglaise Carol Pateman, qui a travaillé, évidemment, qui est une figure phare du Caire, observe combien au sein du néolibéralisme, eh bien, elle observe le maintien d'une forme de patriarcat moderne, c'est comme ça qu'elle l'appelle, institué à partir d'un contrat civil. Et ce contrat civil, il repose sur quoi ? Eh bien, un contrat sexuel refoulé, toujours, mais bien réel, qui va distinguer le masculin, le féminin, et reléguer le deuxième au second plan. Bref, voilà un contexte qui va de fait engendrer des inégalités, non seulement entre les sexes, mais également entre ceux qui vont parvenir à capitaliser et ceux qui vont rester sur le bas-côté. Voilà l'environnement dans lequel va émerger petit à petit, parce que le néolibéralisme naît dans les années 30, mais c'est une vague qui va apparaître ensuite et immerger l'environnement contemporain que nous connaissons plutôt autour des années 60 en France. Toute la postmodernité est empreinte de ce courant-là. Donc face à l'émergence de ces divergences, de ces vulnérabilités apparentes, et parce que les relations, c'est un fait, les relations humaines ne sont absolument pas réductibles à la grille d'interprétation économique qui a été mise en avant par le néolibéralisme, eh bien, on va voir émerger au XXe siècle, aux États-Unis, ce que l'on nomme l'éthique du Caire. Donc là, on est plutôt autour des années 80, ou de la sollicitude. Et donc, ça signifie que parallèlement au marché, parallèlement à la préoccupation individualiste et capitaliste, notamment du soin, parce que la santé était pensée à travers ce prisme, je pourrais y revenir, une pensée qui doit justement suivre cette mouvance, une santé qui doit capitaliser, etc. Eh bien, l'éthique du Caire va venir soutenir une voie d'interprétation différente, visant à prendre soin du lien social, c'est-à-dire, on pourrait le résumer ainsi, à prendre en compte les laissés pour compte.
prendre en compte les laissés pour compte du système néolibéral. Car contrairement à l'idéal néolibéral, à la fois moral, politique, d'un moi qui serait séparé, libre, volontaire, l'éthique du Caire va faire naître une réalité du moi absolument incarnée, qui réside dans des pratiques relationnelles. On est donc bien loin de l'individualisme pour cultiver le relationnel. Et c'est ce que précise notamment la philosophe Fabienne Brugère dans un ouvrage Que sais-je chez PUF qui s'appelle L'éthique du Caire. En ce sens, on peut dire que l'éthique ou le Caire va incarner une véritable révolution à la fois théorique mais aussi pratique, dont la finalité, je cite Fabienne Brugère, est le passage des dépendances subies aux interdépendances assumées. Une voie différente s'ouvre donc, et une voie différente, c'est le titre de l'ouvrage de la pionnière américaine Carol Gilligan, qui va justement porter cette voie différente haut et fort dans son ouvrage de 1982. Et pourquoi? Et c'est ce qu'elle nous dit, parce que le Caire, c'est une voie qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat. C'est une voie qui n'est pas gouvernée par la dualité et la hiérarchie du genre, donc très inédit, mais qui va articuler les normes et les valeurs démocratiques. Elle donne donc la voix, Carol Gilligan, aux voix plurielles, dissonantes, isolées, en première ligne desquelles, évidemment, celle des femmes. C'est pour ça que le Caire et le féminisme sont étroitement liés. Qu'elle reconnaît d'ailleurs comme moralement moins individualistes, les femmes en tant que telles, moins individualistes, calculatrices, compétitrices que les hommes, alors elle a évidemment mené des recherches, plus sensibles, préoccupées par la responsabilité, engagées dans des relations de soins et de dialogue avec les autres. C'est donc la raison pour laquelle elle présente l'éthique du Caire comme à la fois démocratique, mais aussi féministe. Ça, c'est absolument important. L'éthique du Caire comme démocratique et féministe, visant à prendre soin, à travers justement la voix des femmes, de tous ceux qui ont une vie précaire. Alors là, ça devient quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'une vie précaire? Pose quand même la question. Mais alors, Carol Gilligan, parce que là, je vous disais, il y a des éthiques du Caire, à l'inverse notamment d'une de ses consoeurs qui s'appelle Nell Noddings, qui affilie, elle, le Caire au maternage, en prenant et en structurant le soin par le modèle de la relation mère-enfant. Carol Gilligan va vraiment veiller à tout cela et va soutenir que pour faire entendre cette voix-là, il va falloir que l'éthique du Caire se dissocie de la question du genre et de la filiation maternelle, justement, pour rejoindre le champ beaucoup plus général de la responsabilité humaine et du raisonnement, pour ne pas enfermer finalement cette problématique à travers le prisme du féminisme et de la maternité. Ainsi, elle va donc concevoir une éthique du Caire comme capacité de chacun, homme, femme, de chacun, à prendre soin d'autrui en conciliant ce qui est bon pour moi et ce qui ne nuit pas aux autres. Donc ça, c'est vraiment une dimension pratique absolument passionnante. Et de son côté, dans cet héritage, la philosophe Joanne Tronto, très connue aussi, va proposer une conception du Caire encore plus globale. Alors on étend vraiment les choses, car selon elle, cette approche de Carol Gilligan ne va pas parvenir à dissocier le Caire de la moralité des femmes. Donc il faut aller encore plus loin pour rendre encore plus audible cette voix. Aussi, elle va donc proposer une interprétation politique et sociale qui va outrepasser évidemment les distinctions sexuelles entre l'homme et la femme. Il va donc s'agir de promouvoir au sein de la société comme un modèle, on pourrait dire, de vulnérabilité. Un modèle de vulnérabilité qui va être fondé sur l'interdépendance entre ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont capables d'y répondre. Il y a ceux qui sont nécessiteux et ceux qui vont avoir les ressources pour y répondre, pouvoir potentiellement capitaliser, pour reprendre un langage comme on l'a évoqué avant. Donc en somme, contrairement au modèle de la volonté promu par la société néolibérale, par ce système-là, modèle de la volonté qui était fondé sur la liberté,
la liberté, l'autodétermination de l'individu. Eh bien, le care, lui, en tant que modèle de vulnérabilité et non pas modèle de volonté, va engager la relation avec soi, avec les autres, avec le monde. Ça nécessite évidemment une forme de curiosité. Car le care va se présenter, on va dire ainsi, comme l'activité, je cite, pour reprendre Joanne Tronto, caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer le monde. On va voir toute l'écologie, l'environnement, de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc je vous répète cette phrase que je trouve superbe, c'est l'activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, perpétuer et réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Réparer notre monde. C'est une formule très actuelle, à croire que l'écologie aurait pu aussi, évidemment, dans cette mouvance, s'inspirer du care, puisqu'on rejoint aujourd'hui une définition très large et politique. Réparer notre monde, c'est-à-dire réparer notre environnement, mais également nos personnes, ainsi que nos corps. Et ça touche finalement à tout ce que nous sommes, c'est l'environnement dans lequel on évolue, nos personnes, le rapport entre les hommes, les femmes, les relations que nous entretenons, notamment à travers le prisme des réseaux sociaux qui sont pourtant tellement dénués de socialité. Alors les mots sont intéressants, on est censé être mettre en réseaux sociaux, et puis finalement on est parfois très loin de ça. Donc voilà, essayer de travailler sur ça et puis réparer nos corps dans un monde qui, de par la technicité, les avancées scientifiques et médicales, pousse à l'extrême l'usage, de nombreux débats menés sur des expérimentations possibles, le monde de demain, le rapport au corps, à l'espace, à la virtualité, etc., etc. En somme, réparer notre monde, c'est répondre à tous ceux qui en ont besoin, soulager évidemment la souffrance humaine, c'est le but, et garantir une meilleure qualité de vie. Telle est donc la finalité du care de Tronto. Garantir une meilleure qualité de vie possible. Évidemment, l'entreprise est immensément vaste, tant on pourrait se mettre autour du table et se dire quelle est la meilleure des qualités de vie possibles. Je fais ici d'ailleurs un clin d'œil sur le fait que la santé est un concept relatif. On le voit déjà à travers la définition de l'OMS. C'est quelque chose de beaucoup plus extensible que l'état pathologique, bien mal. C'est bien-être généralisé. Donc, comment on va estimer l'état de santé? Qu'est-ce qui vous rend en santé ou pas? Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on pourra discuter ensuite. C'est-à-dire, quelle est la meilleure qualité de vie possible? La santé, comment on va la définir? Pourquoi dans un pays on a telle définition de la santé? Pourquoi il y a plein de définitions différentes, c'est pas l'IMG, je me confonds parce que j'ai fait des recherches sur la maternité, c'est l'IMC, pardon, va être différent en fonction des pays. Bref, on va voir que cette qualité de vie, cette meilleure qualité de vie, cette santé, réparer les souffrances, on va tomber aussi dans le champ du relativisme, mais il va falloir se poser autour d'une table pour s'interroger sur comment réparer notre monde. En somme, on voit que c'est une préoccupation, le care, à la fois morale, à la fois politique, mais aussi sociale. Et on va voir que le pouvoir absolument grandissant du corps médical aujourd'hui va plus que jamais, finalement, pouvoir donner du corps à tout ça en donnant les moyens d'apaiser les souffrances, d'aider les couples dans des difficultés, de nous aider à mourir dans la dignité, de nous aider à enfanter dans la dignité, posant des questions absolument vertigineuses, jusqu'où aller, améliorer la santé, jusqu'où la qualité de vie. Car finalement, au-delà, et on pourrait dire les choses ainsi, des divergences de conception du care à travers les différentes personnes que j'ai pu aborder, on peut retenir, je crois que pour tous, le care, en tout cas le berceau social, on pourrait dire ainsi, du care, porte en son cœur le souci du soin, du relationnel et de l'entraide. Ça, c'est vraiment quelque chose de transversal, quelle que soit finalement la façon dont on va l'interpréter, plus proche du féminisme, plus proche du politique. On retrouve cette idée, ce souci du soin, de l'entraide et du relationnel. Aussi, et c'est précisément en son sein,
Pour en revenir aussi en clin d'œil au sein maternel que j'ai pour ma part étudié dans un travail doctoral pendant 9 ans. Et je termine actuellement un ouvrage sur ce thème-là. C'est pour ça que j'ai traversé aussi cette réflexion sur le care pour m'interroger sur le prisme, à travers le prisme de la maternité, à partir de ces réflexions politiques, etc. Que l'aide médicale à la procréation et même la gestation pour autrui prennent corps. C'est-à-dire que cette réflexion sur le care politique va intégrer aujourd'hui des débats tels que effectivement la procréation pour autrui, la gestation pour autrui, l'aide médicale à la procréation, toutes ces choses qui vont être là en supplément pour veut dire aider les individus, faire en sorte qu'il y ait une meilleure qualité de vie possible. C'est la raison pour laquelle, alors je prends des sujets ici qui touchent à la maternité, la Covid nous a permis de nous poser plein de questions sur la fin de vie, qui sont absolument passionnantes et qui, je pense, n'ont pas cessé de peut-être vous interroger ou vous interpeller. C'est parfois difficile de trouver des réponses, tant les questions s'imposent aujourd'hui et sont foisonnantes. Mais j'avais envie de terminer ma réflexion et mon partage, en tout cas, en se demandant jusqu'où le care peut-il finalement soutenir notre monde, réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Quid finalement d'un monde où le spectre des possibles n'a de cesse de s'élargir, où les désirs n'ont de cesse de se multiplier, les désirs et les besoins aussi, où par voie de conséquence, on pourrait dire, eh bien, tas de vulnérabilités sont engendrées. Plus les désirs sont nombreux, plus les frustrations sont nombreuses, plus les vulnérabilités sont engendrées. Ou par la voie du care, on pourrait finalement entreprendre de les penser. P-A-N-S-E-R, il va pour cela falloir évidemment penser P-E-N-S-E-R. Serait-ce là du coup la perspective du meilleur des mondes possibles, un monde qui réponde à tous les besoins, à tous ceux qui sont dans le besoin, qui répare notre monde, un monde qui répare toutes les vulnérabilités, un monde qui permette de vivre aussi bien que c'est possible, alors on pourrait écrire que c'est possible, mais que c'est possible, C-E-S, avec tous ces possibles que nous avons. Dès lors, porté par l'enthousiasme néolibéral que j'ai tenté de dépeindre assez rapidement et dont j'aurai plaisir à converser avec vous, porté par cet enthousiasme du capital néolibéral, le care ne court-il pas le risque d'être aujourd'hui saisi comme un moyen et non plus comme une fin pour penser le monde, un moyen pour répondre et finalement à tous ceux qui sont dans le besoin, soulager toutes les souffrances et finalement leur permettre d'assurer la meilleure qualité de vie possible. Et sur meilleur, je le mets entre guillemets, tant je crois que ça nous invite à un vrai débat sur ce qu'il y a de meilleur. Et il y a le 29 juin dernier est passée la PMA pour toutes, donc couple lesbien et en même temps les femmes seules, ouvrant un océan de possibles. Alors quand je dis ça, c'est tout simplement non pas pour ouvrir à la polémique, mais parce que c'est absolument passionnant. Ça en dit long, c'est passionnant que l'on soit pour, que l'on soit contre. De la question du care qui aujourd'hui tente à réparer beaucoup de choses parce qu'on a les moyens de le faire. Et ça, c'est absolument passionnant. On peut le faire techniquement. La question aujourd'hui, ce sera de se dire que la médecine a tant espéré être outillée techniquement. Elle l'est aujourd'hui et le sera encore plus à l'avenir, ouvrant cet océan des possibles en se disant, j'ai les moyens techniques de faire les choses, mais aujourd'hui, je me pose des questions éthiques pour savoir si je dois les faire. Donc voilà, le care, c'est quelque chose qui se pense au long cours, P-E-N-S-E, pour pouvoir penser, me semble-t-il, de manière éclairée et éclairante à l'avenir. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris, donc j'aurai grand plaisir à converser parce que j'ai plein de choses à partager. Peut-être ai-je été trop courte, ai-je été trop longue, je ne le sais pas. Donc je regarde en même temps, 20h02, 19h1, donc non, une trentaine de minutes, même pas. Donc au final, je pourrais partir sur d'autres choses si vous le souhaitez. J'ai pas mal de choses. Ou alors, voilà, dites-moi si des portes ont été ouvertes et on peut passer à un débat. Il y a moyen de pousser encore quelques minutes, il n'y a pas de souci. Je peux... Oui. Oui. Complète un peu. Oui. Alors, juste peut-être 2-3 choses que je n'avais pas du coup abordées. Quand j'ai parlé du néolibéralisme tout à l'heure, on parle du care et donc évidemment de la notion de soin
et aussi de santé, il est intéressant, je trouve, de se référer à l'évolution de la santé. Parce que le CARE, finalement, nous renvoie à une bascule qui s'est opérée justement dans cette période foisonnante qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, Michel Foucault, de manière absolument passionnante, a réalisé une conférence qui s'appelait donc sur l'histoire de la médecine, à l'époque à Rio de Janeiro. Fait du bien en cette période où on n'a pas pu trop voyager, de réimaginer ça. Donc c'est en 1974, il est à Rio de Janeiro, et il va proposer une conférence sur l'histoire de la médecine. On va voir que c'est étroitement lié avec l'avènement du CARE. Et Foucault va s'intéresser étroitement à l'organisation de la santé après la Seconde Guerre mondiale. Et il explique, il observe comment, après l'élaboration du plan Beveridge, alors je ne sais pas comment on pourrait le dire en français littéralement, et ça c'est passionnant, hein, parce que ce plan-là est justement dans l'idée de prendre soin au sortir de la guerre des corps, des individus, etc., etc. Et donc en 1942, c'est-à-dire en pleine sortie, enfin, en pleine Seconde Guerre mondiale, va se mettre en place, au sein de ce contexte, porté du coup par le néolibéralisme, une nouvelle biopolitique. Et ça, c'est passionnant. Il observe quoi? L'État va prendre en charge la santé. C'est-à-dire que le concept d'État au service de l'individu en bonne santé va se substituer au concept de l'individu en bonne santé au service de l'État. À l'époque, vous deviez être un individu en bonne santé au service de l'État. À ce moment-là, de manière assez charnière, c'est l'État qui va se mettre au service de l'individu en bonne santé. On va donc passer d'une politique hygiéniste étatique qui régnait depuis, on pourrait dire, le XVIIIe siècle, à ce qu'on appelle aujourd'hui une politique individuelle des usagers de santé. C'est-à-dire qu'on va assister à un renversement naissant qui va mettre la santé au service de l'individu. Et on le voit ensuite avec toute la politique, la sécurité sociale, tout ce qui va être mis en place. Mais culturellement, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il va s'agir de soutenir les citoyens et de lutter contre les maux et les souffrances. Donc on va décharger les femmes, notamment rapport à la maternité, les accompagner socialement, politiquement. Il se passe énormément de choses. Donc on est déjà dans cette préoccupation au sortir de la guerre. Et donc on voit que les années 40 vont voir l'État se mettre de manière inédite au service de l'individu en bonne santé. Et il va, me semble-t-il, s'opérer quelque chose d'absolument intéressant, c'est que ça va se poser quand même, on va poser la question de qu'est-ce que la santé? Et Michel Foucault fait ses travaux en disant mais la santé, ça n'est rien d'autre qu'un fait culturel. C'est-à-dire qu'il y a forcément du relativisme. La définition de ce que c'est qu'être en bonne santé ne sera pas forcément la même pour vous, pour moi, à partir du moment où elle devient plus large que juste être l'envers du pathologique. Et donc là, c'est vraiment l'OMS donc donnera cette fameuse définition et on voit que le champ est beaucoup plus extensible. Ça rejoint l'idée d'un bien-être général dans sa vie. Et donc, ça va poser la question de la définition de la santé, raison pour laquelle, quand on parle d'éthique, toute personne qui aborde l'éthique, quelles que soient les problématiques, se pique aujourd'hui à une réalité, c'est qu'en fonction des pays, les législations sont différentes parce que nos conceptions sont différentes de ce que c'est que la santé, de ce que c'est que l'état pathologique. Et ça, c'est absolument passionnant. Aujourd'hui, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie, partout dans le monde, on n'a pas la même définition. La PMA s'arrêtera à 43 ans en France pour s'arrêter bien plus loin dans d'autres pays. On autorisera certains couples, on ne l'autorise pas ici. Donc, c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. Pareil pour la fin de vie. Vous allez en Suisse, en Belgique, il y a des tolérances, il y a même des autorisations, des interdictions en France. Donc, on est vraiment face à quelque chose qui invite justement à réfléchir, à penser avec cette double ambiguïté, cette double écriture, mais tant on est vraiment dans ce contexte-là. Voilà, je terminais peut-être sur cet éclairage de la santé, du relativisme et ce partage un petit peu historique pour mettre les choses dans son contexte et comprendre que le CARE naît dans un milieu justement pour finalement mettre une limite à ça et il court peut-être, me semble-t-il, aujourd'hui le risque de se voir lui-même être instrumentalisé pour répondre aux maux de notre société qui sont de plus en plus vastes, tant les possibles sont de plus en plus grands. Voilà. Merci Laura, merci à vous. C'est vrai que vos propos font écho évidemment aux maçons que nous sommes, avec les notions de respect de l'autre, d'entraide. Moi, je voulais revenir sur cette notion effectivement de l'État
qui vient dès les années 40 soutenir les citoyens. Et je pense que, voilà, on peut parler de citoyenneté sociale qui est fatalement corrélée à la notion d'État-providence. Totalement. Et donc, voilà, il me semble que la période actuelle, c'est-à-dire cette pandémie covidienne, en est un excellent exemple. Et dans le même temps, nous qui travaillons dans les hôpitaux, on voit que ce même État essaye par tous les moyens à ce que le patient redevienne acteur de son parcours de soins et même de sa vie, avec une notion que vous n'avez pas évoquée, mais qui s'appelle l'empowerment. Ce qui veut dire qu'en fait, quelque part, l'individu a perdu un peu le contrôle de sa santé finalement, de son devenir, de sa vie au travers de cet État-providence à qui on demande tout, de qui on espère tout. Et en tant que franc-maçonne, nous travaillons sur la responsabilité de chacun dans le monde. Donc, comment est-ce que vous pouvez interpréter cette ambiguïté entre effectivement l'État qui est venu soutenir le citoyen et en même temps cette progressive irresponsabilité ou perte de liberté, peut-être même dans cette période de pandémie, puisque il me semble que nous avons, pour des raisons sanitaires et non pas économiques, perdu un peu de nos libertés individuelles. Merci pour le partage. Une question qui est immense. Je ne sais pas si j'aurai la réponse. En tout cas, j'ai quelques pistes pour rebondir sur ce que vous avez pu évoquer. L'État-providence, alors c'est hyper intéressant, hein, l'État-mère, de manière assez générale. Il y a cette idée de maternité sociale. On va prendre soin de ses enfants, les enfants de la patrie, etc. etc. Et il y a cette idée d'une médecine. Parce que quand vous évoquez que le rapport, justement, il y a un paradoxe fou, c'est-à-dire qu'à la fois, les patients, on les appelait de moins en moins patients, tant ils sont moins patients, d'ailleurs, pour jouer sur les mots, tant ils sont plus informés, tant ils sont plus exigeants, tant ils sont beaucoup plus acteurs et beaucoup moins spectateurs de leur vie, justement, et le rapport à la médecine, aujourd'hui, la relation médecin-patient a bien évolué, mais ça date d'il y a longtemps, parce que c'est vrai que quand on regarde l'histoire, on voit que dès les années 70, la santé, on voit une médecine de la vulnérabilité, du soin, qui va finalement être un peu aspirée vers une médecine de la performance, tant on va être beaucoup plus outillé. Et donc là, il va s'opérer une bascule où évidemment le profil du patient, la recherche même, c'est une recherche beaucoup plus de performance, de développement, produire. Donc, il y a des choses assez passionnantes qui se jouent. Il y a toujours beaucoup de paradoxes. Donc, aujourd'hui, on avait quand même plutôt pas mal de pouvoir dans le domaine de la santé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il y a l'État qui a remis la main mise de manière générale. Et oui, on a perdu des libertés. Mais j'ai le sentiment que le patient a quand même beaucoup de liberté si on sort de la Covid, beaucoup de liberté pour aujourd'hui aller voir un autre chirurgien si ça ne lui plaît pas, aller voir, on peut le voir, le rapport à la consommation même médicale est absolument passionnant. Si vous êtes dans un service éthique ou autre, si vous ne répondez pas à la demande, la personne va ailleurs, et comme je le disais tout à l'heure avec les législations, il suffit d'aller dans une autre ville, un autre pays, pour pouvoir trouver une réponse que quelqu'un ne vous aurait pas donnée. Donc si vous voulez, il y a quand même aujourd'hui un rapport, me semble-t-il, différent qui est engagé depuis pas mal d'années. Alors, il y a deux choses assez différentes du coup sur le Covid. La Covid, et j'ai l'impression qu'il y a plutôt des questions différentes et des paradoxes ambiants entre à la fois la liberté d'aller là où on souhaite. Si quelqu'un ne répond pas à votre demande, vous pouvez aller voir un autre professionnel et peut-être qu'il acceptera de le faire. On voit aujourd'hui, notamment chez les chirurgiens esthétiques, il y aurait ceux qui garderaient une éthique en se disant « je me mets des limites » et ceux qui accepteraient de faire des choses qui frôlent l'indécence pour d'autres. Donc, c'est intéressant de voir que le métier du médecin lui-même, quel qu'il soit aujourd'hui, est amené à se repositionner dans un monde où on vient finalement demander à la médecine de se frotter à beaucoup de choses qui dépassent la notion de santé et de pathologique. Donc voilà. Après, sur le paradoxe qu'il y a, c'est que la Covid est venue nous rappeler quand même que l'État était maître de tout et que s'il voulait, en tout cas, il pouvait imposer
quelque chose auquel on a accepté de se soumettre par la peur de la santé, qui est quand même étroitement liée, enfin, me semble-t-il, à l'oubli d'une certaine forme de vulnérabilité. Je trouve que la réaction liée à la Covid, de manière internationale, est absolument passionnante, nous renvoie à l'idée qu'on a peut-être oublié la finitude. Moi, je renvoie à deux choses à chaque fois passionnantes. Il faut voir que dans la Silicon Valley, à coût de millions d'euros, on court contre la mort, c'est Google contre la mort. Il y a des gens qui recherchent à savoir comment on va pouvoir vivre plus loin, vivre plus loin, vivre plus loin, alors qu'on se demande comment vivre mieux déjà. Je ne sais pas si on a encore envie de se rajouter 30 ans, 40 ou 50, et dans quelles conditions. Mais dans un monde où on courait la lutte contre la mort, est arrivée la Covid, qui est venue vulnérabiliser et rappeler, peut-être de manière très extrême, on pourrait avoir un débat voilà, sur pourquoi on a arrêté une machine alors qu'il y a plein d'autres maladies qui auraient peut-être mérité bien avant de s'arrêter. Mais je crois que ça dit en tout cas culturellement quelque chose de passionnant sur cette vulnérabilité et cette peur que ça vienne nous atteindre, quoi. Merci Laura. Il y a quelques personnes qui ont levé la main. Alors en fait, on souhaitait vous rappeler que si vous souhaitez poser des questions les plus courtes, courtes si possible, c'est au niveau de Q et R, c'est-à-dire questions et réponses. Nous sommes là pour les prendre en compte, les transmettre à Laura, mais là tout de suite, c'est Marion qui va poser une question. Alors, bien sûr que vos propos ne laissent pas indifférent le soignant que je suis. Ne me laissent pas indifférent. Alors, ça m'a interpellé à plusieurs reprises. Et c'est un débat, c'est des autoroutes entières qui sont ouvertes pour la discussion. Pour paraphraser quelqu'un qui est très connu, la dignité d'une société se mesure à la façon dont elle s'occupe de ses plus précaires. Et malheureusement, on a été, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on ne le montre pas parce qu'on a perdu, avant de parler de la philosophie du soin, on a perdu parfois le sens du soin. C'est-à-dire, on fait des choses, mais pourquoi on les fait? Et ce qui est terrible, c'est que, sans vouloir faire des jeux de mots, parce que je sais bien que vous aimez bien le langage des oiseaux, le soignant que je suis et le soigné qui vient me voir pour demander une aide, malheureusement, cette aide-là, aujourd'hui, elle est technicisée. Elle est contractualisée avec des obligations, de résultats, de moyens. On s'en défend, mais on est en plein dedans. Tout est régi par du médico-légal, par la peur, par la... Et c'est vrai qu'on a bien entendu que soigner, c'est pas prendre soin. C'était pas tout à fait la même chose, alors que ça devrait être tout à fait intimement lié. Ça me rappelle beaucoup notre philosophie initiatique en elle-même. Je pense que je pourrais me faire le porte-parole déjà de quelques questions. Si seulement dans notre vie de tous les jours, on pouvait éventuellement être juste, équitable et juste essayer d'être bienfaisant, pas forcément dans le soin, mais dans le prendre soin de l'autre, sans avoir forcément un calcul, déjà le care serait déjà une notion quasiment acquise. Alors je ne sais pas comment le soignant, j'ai pu prendre ça de pleine figure, même si mon métier fait que je ne peux pas prendre un patient sans l'extraire, en l'extrayant de son modèle biopsychosocial. On ne peut pas le faire, parce qu'il faut comprendre qui on est en face de soi pour pouvoir le soigner. Et c'est passionnant vos propos, mais le problème, c'est comment trouver la juste voie entre les exigences de cette société et le besoin de prendre soin de l'autre, du vrai care. Mais je crois que c'est un débat qui, de toute façon, s'alimente au long cours. J'aime beaucoup cette phrase de Paulo Coelho qui nous dit « Au moment où j'avais réussi à trouver les réponses, les questions ont changé ». J'adore cette phrase parce qu'elle nous montre combien on est dans un monde qui a de moins en moins de réponses toutes faites, tant le rythme, imposé notamment par la numérisation, par beaucoup de choses, est effrayant, très très vite, tout va très vite, la connexion, etc., etc. Et du coup, ça pose d'innombrables questions. Et aujourd'hui, on est face à, je pense, c'est pour ça que c'est aussi important d'en revenir au sentiment, à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut éprouver. Alors, je ne vous entends pas, du coup, vous avez coupé à ce qu'on peut ressentir. Je vous vois, en fait, je vous vois, mais du coup, à ce qu'on peut sentir, ressentir, éprouver. Comme vous parliez d'autoroute, les questions sont
multiples, abyssales, vertigineuses, que ce soit sur le monde de demain. Vous voyez, par exemple, moi, le sujet que j'ai voué des années de ma vie à ce sujet sur la maternité, le titre de l'ouvrage que je sors, finalement, dit tout de la seule réponse que j'ai trouvée. Vous allez voir, c'est court, mais ça en dit long. C'est mal de mer, avec évidemment mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je n'ai aucune réponse à apporter, si ce n'est un sentiment sur le monde qui va se dessiner demain. Très probablement avec l'utérus artificiel, c'est pour moi une évidence. Très probablement avec bon nombre de femmes qui ne porteront plus d'enfants, etc., etc. C'est un monde qui se dessine et qui est demain, qui est vraiment là demain. Et on pourrait avoir ces problématiques sur plein de sujets de société. Sur le mourir, comment nous allons finir nos vies? Est-ce que nous déciderons de mourir? Est-ce que c'est vertigineux? Et la problématique du care, comment on répare notre monde, comment on prend soin des individus, va plus que jamais nous inviter. Et là, vraiment, il y a un jeu de mots, mais pas que. C'est se prendre en main avant de prendre la main. Et ça, j'insiste, parce que alors moi, je veux bien qu'on crée des réseaux, qu'on se voit, que chacun se... J'en ai fait partie de plein de comités ou de réflexions. Mais ça demande quand même un véritable travail sur soi avant, soignant. Je crois vraiment qu'on doit aussi faire un travail sur soi, éclairer pour être éclairant. C'est redoutablement vrai, je crois. Et parfois, et c'est pour ça mon amour de la philosophie part de là. Moi, mon amour de la philosophie, c'est souvent, il y a dans la vie des dialogues de sourds, on ne s'entend pas. Pourquoi? Parce qu'un dialogue de sourds repose sur un monologue de sot, S-O-T. D'où l'invitation à faire ce saut de la pensée, à réfléchir, à se remettre en question. La philosophie, c'est ça. La maïotique, le questionnement, c'est dialoguer avec soi-même pour pouvoir dialoguer avec les autres. Alors évidemment qu'on n'est pas tous outillés pareil. Évidemment qu'il y a plein de choses qui peuvent se mettre en question. Mais si peut-être dans le parcours, on nous sensibilise à ces problématiques politiques, du vivre ensemble, mais les gens seraient beaucoup plus avertis, disposés, disponibles. Voilà, vous avez compris que j'adorerais que la philosophie commence bien plus tôt et de manière beaucoup plus pédagogique. Alors, une question qui est arrivée, il y a de nombreuses questions ou des réflexions, pas forcément des questions d'ailleurs. Une question, satisfaire tous les désirs est-il aussi éthique que réparer les vulnérabilités, l'un et l'autre étant inclus dans le care? Moi, je pense qu'il y a des limites à mettre, et je pense qu'il y a des limites, et que c'est très dur, mais que là encore, ça commence avec un dialogue avec soi-même. Parce que ce qui est terrible, c'est parfois, moi, ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est qu'on arrive avec un micro face à des problématiques de société, on vous le tend et on vous dit vous êtes pour ou vous êtes contre. C'est d'une violence. Alors, attendez, je ne sais pas, là tout de suite. Et on crée des raccourcis absolument incroyables. Et quand on se frotte à la réflexion, c'est-à-dire quand on se saisit d'un sujet, c'est toute la beauté de la réflexion philosophique. Hein, si vous vous souvenez des sujets du bac, quels qu'ils soient, qu'est-ce qui est beau dans cette réflexion? C'est que vous allez ressentir une idée, ce qui sera peut-être votre thèse immédiate. Alors, oui, là, moi, je suis pour. Je ressens spontanément que là, j'estime que oui, je suis pour. Et puis, en réfléchissant dans cette partie-là, vous allez tomber sur des cailloux, sur des limites à votre argumentation. Forcément, il y en a toujours. Et de ces limites, vous n'allez pas forcément faire blanc, noir pour faire du gris. C'est pas tant thèse, antithèse, synthèse. Sartre disait d'ailleurs brillamment thèse, antithèse, foutaise. Donc, l'idée, c'est pas de dire je pense quelque chose, je vais l'opposer. C'est de dire vous avez forcément, sur des grands sujets de société, des sujets de santé, un avis. Vous avez un avis. Posez-vous la question, posez les choses. Vous allez tomber sur des limites. Alors ces limites, vous allez peut-être vous dire, bon, ok, comment je vais intégrer ces limites à ma partie? Oui, alors moi, par exemple, je suis pour, prenons un sujet pas forcément lié à la santé, mais au sens large, je suis pour le télétravail. Limite, si on fait que télétravailler, qu'est-ce qu'il en devient du collectif? Limite. Comment je peux intégrer ma limite à ma réflexion première pour l'enrichir? Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. Ce dialogue avec soi-même est fondamental pour déjà être éclairé et donc éclairant. Et donc, face à ces sujets, bien sûr qu'il y a des limites. Je crois qu'il faut poser des limites. Le problème, c'est que c'est très difficile dans un monde qui se vit à travers le prisme de la liberté d'aller poser des limites. Puisque sur tous les sujets aujourd'hui, on doit être ouvert. Et si vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas quelqu'un de contemporain. Vous êtes quelqu'un de... Et c'est ça qui est passionnant. Aujourd'hui, ne pas forcément être favorable à l'extension de quelque chose, c'est être relégué du côté de la religion, du côté de ce que vous voulez. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une pensée éclairée, quels que soient les sujets,
tant on est dans un monde qui nous invite à la liberté, à l'absence de frontières, à l'ouverture, à l'open mind. Voilà, il y a une idée comme ça, il faut être ouvert. Toute la problématique du non-genre est absolument passionnante. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont souffert. La maternité nous a tellement pollué que finalement, une femme, c'est bien plus que ça. Donc, le féminisme doit s'en défaire, à l'instar de Simone, que j'aime beaucoup, Simone de Beauvoir, qui n'a pas été mère. Donc, c'est superbe. Si vous voulez, il y a des débats immenses, immenses. Et je crois que pour ne serait-ce que tenir le fil, et pas perdre pied, justement, peut-être, eh bien, s'en saisir, y réfléchir, s'intéresser et se dire, voilà, peut-être que ce sujet-là, plus qu'un autre, il me parle, mais les limites, oui, un grand oui. Je crois qu'il n'y a pas de care sans limite. Ou alors, ça n'est plus du care, parce que réparer à outrance, jusqu'où? Alors, j'essaie de faire un tout petit peu, on essaie de faire un peu la synthèse dans les questions qui fusent. Alors, vous nous excuserez de ne pas forcément citer toute la question, parfois qui peut être un peu longue, mais une question intéressante qui dit, 3 points de suspension, malgré une avidité toujours grandissante de la recherche du progrès, à un certain niveau, le progrès et le care ne sont-ils pas en conflit d'intérêts permanent? Là, ce qui est passionnant, c'est qu'est-ce que le progrès? Vous voyez, c'est horrible, il y a des questions tout le temps. En fait, on pourrait faire des copies. Non, mais ça pose une vraie question. C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on progresse à développer en permanence, à avoir cette lecture en quand même du capital, grandissante? C'est vraiment la lecture, la notion de grandir aussi. C'est grandir, accumuler ou grandir, s'élever. On ne parle pas des mêmes choses. Les Lumières avaient cette appétence à grandir, c'était s'élever. Donc, moi, je m'inquiète toujours de me dire mort and mort. Le risque, c'est que meurent et meurent beaucoup de choses. Donc, ça me fait assez peur, toutes ces choses où on devrait toujours conquérir. Donc, voilà, je pense que la notion de progrès doit, à un moment donné, garder une limite. Et peut-être que cette limite, c'est celle de se dire servir à quelque chose. Je crois que c'est quand même pas anodin. Dans une société où il y a quand même beaucoup de choses qui servent à rien. C'est terrible, hein. Non, mais c'est vrai, vous avez un nombre de trucs, mais à quoi ça sert? Et servir à servir. C'est passionnant. Il y a un moment donné, ce qui est censé nous servir finit par nous asservir. Est-ce que finalement, on en avait vraiment besoin? Donc, je pense que la question, et là, franchement, je fais un clin d'œil à Platon, on retourne vers lui, mais il disait quelque chose de très éclairant à l'époque. Pour qu'une technique ait sa place dans la cité, donc on pourrait faire animer une technologie aujourd'hui, ce que vous voulez, pour qu'une technique ait sa place dans la cité, il faut que déjà, elle ait été pensée, réfléchie, qu'on se soit mis autour d'une table pour savoir si elle avait un intérêt. Et surtout, elle doit servir l'intérêt, elle doit servir finalement le commun, la cité en tant que telle. Et ça, je crois que c'est vraiment une limite à se fixer. C'est que demain, on peut produire. Mais est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça répond réellement? Est-ce que ça va grandir l'homme? Est-ce que ça peut se faire au service de l'humanité? Aujourd'hui, depuis la Covid, et bien avant quand même, mais on en parle davantage, il y a déjà quelque chose qui vient limiter pas mal de choses, c'est l'impact écologique. Donc quand on fait des choses, on se dit, attends, si ça a un impact peut-être trop important, on va le mettre de côté. Donc aujourd'hui, moi j'en reviendrai à ne pas perdre finalement la raison d'être des choses, la raison pour laquelle on fait les choses. Être de raison, raison d'être, c'est assez cohérent, hein, mine de rien. Dans une société où on a été un peu dans la déraison de pas mal de choses. Donc voilà, j'en ramènerai vraiment le progrès à quelque chose qui nous sert plutôt qu'être asservi. Laura, vous avez une collègue philosophe, visiblement. Alors, c'est une question très technique philosophique. Elle se pose la question, est-ce que le care, ça serait un peu le corollaire du souverain bien d'Aristote, qui a été revisité par Kant, et qui, lui, y réintroduit la vertu? Alors là, voilà, je n'ai pas compris la question. Mais c'est intéressant, c'est très technique, c'est très pointu. Il n'y a qu'une philosophe qui peut répondre. Oui, alors, je comprends tout à fait. Et évidemment, moi, j'ai le sentiment... je perçois le fil de l'histoire de manière générale. Vous voyez les matrioshkas, Pérus, je le perçois comme ça. Si je me dis qu'on s'est chacun enrichi de ce qu'il y a pu avoir avant, et que ce soit le souverain bien, que ce soit pour les stoïciens, la conception du bonheur, etc. Je crois qu'il y a derrière, la plupart en tout cas, cette volonté de prendre soin de soi, et on peut finalement take care, prendre soin de soi, même chez Socrate. Il y a plein de choses dans cette idée du dialogue. C'est pourquoi on dialogue. C'est quand même pour prendre soin des relations. Donc oui, franchement, oui, j'y vois totalement le souverain bien d'Aristote, la notion de justice. Aristote, la vertu, l'équilibre,
absolument magnifique. Justement, la médiété, la médiation qu'on a perdue. Bon, ces médias, si seulement il y avait de la médiation. Il y a cette idée d'équilibre, la vertu chez Aristote, c'est justement trouver cet équilibre, la prudence qui est la plus belle et la première des vertus. Et je crois qu'à travers la lecture du Caire, si on doit réparer notre monde, alors dans ce cas, on peut aller convoquer Aristote, son rapport à la prudence et à l'équilibre, puisque c'est, me semble-t-il, dans l'équilibre que le Caire se fait au service du monde. Et cet équilibre demande une réflexion pour le trouver. Voilà. Merci. Une question d'une sœur. Comment voyez-vous le sens d'évolution aujourd'hui du Caire en médecine, quand surtout après les confinements successifs, on en revient évidemment à ce sujet, c'était immanquable, la médecine perd le contact humain, les applications sur les plateformes online pour les consultations et bien sûr par la suite de développement d'interventions robotiques. Question fort intéressante, effectivement. Ouais, super. Dans Zoom, nous-mêmes. Superbe question. Et puis le paradoxe, c'est que ce virtuel a aussi été au service des rapports humains parce que il n'y avait que ça quand on a pu, donc ça pouvait faire aussi du bien. Mais ce qui est passionnant, c'est que je pense que le care ne peut exister que si les liens perdurent, justement, et qu'il y a cette relation, que si justement on l'a fait exister. Sinon, ça n'a pas de sens d'avoir un care virtuel qui se défait de tous ces liens. Donc, il y a quelque chose peut-être à construire de manière assez hybride. Vous pouvez, et je trouve que ça nous invite quand même à beaucoup de modestie, hein. On peut être dans la même pièce et partager très peu, hein. Donc, il ne s'agit pas forcément d'être ensemble physiquement pour faire collectif. On peut être à distance et partager bien plus que des gens qui sont parfois réunis. On le sait à l'échelle familiale, conjugale, etc., etc. Donc, moi, cette période m'a aussi invité à beaucoup d'humilité sur le rapport au présent et à la distance, à ce qu'on peut y mettre. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, évidemment, d'hybride à construire parce que le monde est hybride aujourd'hui. Et c'est une réalité. Donc, comment le care peut se construire à la croisée de mondes, à la fois numérique, où j'ai une existence virtuelle, et en même temps une existence réelle. J'ai beaucoup travaillé sur le numérique et on sait, vous et moi, que nous pouvons être quelqu'un d'autre sur la toile. Donc, si quelqu'un se réfère que à ce que je montre, on peut louper des choses importantes. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à construire dans ce caractère hybride qui est exclusivement contemporain. À ceux qui vous diront tout a été avant, non, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des questions d'aujourd'hui parce qu'il y a des technologies qui nous ont permis de vivre autrement. Alors Mario, qui est médecin, voudrait quand même vous faire une petite réponse. Donc j'introduis Mario. Ça a été alors, je parle pour moi, mais je parle aussi pour certains de mes collègues avec lesquels nous partageons les mêmes idéaux. Franchement, je pense qu'on est encore dans l'idéal, dans les idéaux, non pas encore dans l'utopie. Enfin, je l'espère en tout cas. Ça a été un cauchemar pour nous, la téléconsultation. Parce qu'on a perdu tout le sens du contact humain et de cette relation très singulière qu'on peut avoir entre le soignant et le soigné. Et mon cauchemar était les patients qu'on ne pouvait pas voir, pour lesquels on était passé à côté d'un certain nombre de choses, ces pertes de chance, parce qu'effectivement, il fallait prioriser le Covid, et c'était une nécessité du terrain. J'ai été réquisitionné dans des services Covid pendant 6 mois d'affilée. Et je pensais en permanence à tous ces patients qu'on devait voir, à qui on devait faire des biopsies, des examens, et qu'on a peut-être laissé un tout petit peu sur le quai de la gare en disant « vous attendez le prochain train parce que… » Et il y a eu des pertes de chance. Et ça a été un véritable cauchemar. Alors, il y a eu quelques commentaires un tout petit peu sur la médecine un peu acide, je peux le comprendre. Mais il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. On a subi probablement autant qu'eux. Bien sûr, bien sûr. Merci de le partager parce que c'est vrai que c'est terrible. Et là, en termes même de rapport avec soi-même, avec l'équipe, est-ce que ça renvoie à chacun dans son individualité? Peut-être que certains ont été beaucoup plus affectés que d'autres. Donc, ça veut dire aussi très sensible aux mots. C'est très sensible aux mots. Je me dis que quand on reprend la reprise, ça demande aussi de mettre sur la table comment on a pu vivre les situations parce qu'on ne redémarre pas pareil. Donc, il y a quelque chose de très, très intéressant qui me semble vraiment… c'est Georges Canguilhem dans Le Normal et Pathologique qui dit guérir n'est pas revenir. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est hyper intéressant. C'est que même si on revient, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui restent, mais il y a des choses nouvelles. Et
ça. Vous voyez là ce que vous venez de dire, cette brèche ouverte sur une déception, sur des difficultés, c'est la brèche ouverte de l'éthique où on peut en parler a posteriori en se disant, là, il y a des choses qui nous ont coûté dans l'équipe ou à titre personnel. Comment on peut réparer ou comment on peut faire mieux la prochaine fois? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on aurait pu? Bon, voilà, c'est là qu'il y a des choses qui peuvent se poser. Je me permets juste de faire un clin d'œil parce que j'ai vu prendre garde à côté. Quelqu'un qui a mis Take care ne veut-il pas dire prendre garde? Oui, ça renvoie aussi à ça. Et prendre garde, ça me renvoie à Heidegger. Alors, s'il y en a qui aiment justement la philosophie, Heidegger, qui a travaillé, qui parle aussi de tout ça et qui a notamment travaillé sur la notion d'habitation. Et bon, évidemment, je ne pouvais pas parler de toutes ces choses-là, mais je crois que dans le Caire, il y a cette notion d'habiter le monde et de savoir être implanté, avoir cette humilité. Et la notion de habiter chez Heidegger renvoie à l'être au monde. Et en fait, c'est juste habiter déjà en conscience de qui je suis, un homme mortel. Donc peut-être que si on a déjà la conscience, cette humilité sur qui nous sommes, on va peut-être cesser de s'assommer de choses futiles. Voilà, et inutiles. Laura, tout à l'heure, vous avez évoqué les utérus artificiels, probablement, enfin, je ne sais pas si ça va arriver un jour peut-être, mais du coup, ça évoque évidemment le transhumanisme. Et justement, j'ai une question d'une sœur qui demande quelle convergence ou opposition entre le transhumanisme et le care. Alors, vous pouvez dire la fin de la phrase, pardon? Quelle convergence ou opposition entre le transhumanisme et le care? Alors, je dirais que la convergence qu'il doit y avoir, me semble-t-il, ce serait de se dire comment le care, comment cette réflexion peut accompagner. Ne pas se dire, bah, on est contre le transhumanisme peut-être de manière noir, blanc, on est complètement opposé, mais se dire qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le transhumanisme de potentiellement intéressant, enrichissant. Je pense notamment au fait peut-être de pouvoir faire, je ne sais pas, dans le transhumanisme, développer des choses au service de la santé des hommes et des femmes qui sont là portants et de pouvoir réparer le monde, réparer des injustices liées à la maladie, etc. etc. Donc le care au service, enfin en tout cas le transhumanisme au service de l'humanité pour que l'humanité ne soit pas asservie et n'y perde pas. Donc voilà, ce serait plutôt comment on peut créer un tandem, y réfléchir réellement pour voir comment on peut construire les choses. Sur l'utérus artificiel, voilà, c'est ça, ça peut ouvrir plein de brèches. Je vous donne un exemple tout simple, mais là je suis en train de faire de la promo, c'est pas bien. Je vous donne un exemple tout simple, mais qui est savoureux, c'est-à-dire se dire, l'utérus artificiel demain, mais ce ne sera jamais l'utérus artificiel en tant que tel, ce sera l'utérus artificiel prématuré au service de la santé, c'est-à-dire qu'on va créer un utérus artificiel, on a déjà des couveuses aujourd'hui, donc des utérus artificiels qui sont partiels, on pourrait dire, on n'a pas réussi à créer l'utérus artificiel, mais l'utérus artificiel partiel, heureusement, qui serait contre aujourd'hui pour dire je suis contre une couveuse qui vient sauver des enfants prématurés. Enfin, je veux dire, là, on pourrait lever le doigt. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui, heureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que après l'utérus artificiel partiel, on va sûrement pouvoir réussir à développer l'utérus artificiel total, qui sera peut-être mis au service de personnes qui auront des pathologies, des difficultés, l'absence d'un utérus, etc. Puis, on ouvre au fur et à mesure le champ des possibles. Pourquoi? Parce que c'est techniquement possible. Donc, en fait, c'est pas qu'on est mauvais, c'est qu'en fait, quand vous avez la possibilité de réaliser des choses, ça s'offre à vous. C'est pas notre génération qui est moins bien que la génération d'avant, c'est que notre génération et la génération d'après va pouvoir se poser et répondre à des problématiques qu'on n'avait pas. À l'époque, on n'avait pas la possibilité de se poser la question. Si demain, on vous pose la question de vous dire, bon, votre deuxième enfant, votre troisième enfant, est-ce que vous voulez le faire ou un utérus artificiel peut potentiellement le porter pour vous? Et c'est passionnant. Dans une société où le corps vulnérable, ça devient de plus en plus insupportable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grossesse à risque, bon voilà, ça pose plein de questions. La GPA, mais la GPA, ça aura le vent en poupe un temps. La GPA, je vous rappelle que ça repose quand même sur le corps d'une femme, et par définition, le corps d'une femme demeure vulnérable. Donc, dans une société où, évidemment, on cherche quand même à avoir des réponses et des valeurs sûres, demain, la technicité pourra potentiellement y répondre. Bref. Alors, deux questions qui viennent d'un autre continent. La première question, il y a une question qui disait « L'éthique du care serait-elle celle des sociétés traditionnelles, comme en Afrique, où la femme est le point central ?» Et puis une deuxième question, qui était très intéressante aussi, mais alors elle vient aussi d'Afrique, c'est un médecin qui travaille en Afrique et qui pose la question
la variabilité de l'éthique médicale est sans doute variable par le poids de la culture, mais elle est dans sa démocratisation dépendante de l'accessibilité aux outils de la santé, soit simplement à l'accès aux soins. Je vous écoute, je travaille en Afrique et je vous écoute de là-bas. L'individu doit changer l'ordre du care et le vit à l'inverse comme relationnel, entraide, puis enfin le souci de soi, sachant de l'accès à la santé est pour lui extrêmement restreint. Vous comprenez à peu près le sens général. Voilà, oui, le sens général, là, ça renvoie à la santé comme fait culturel. C'est-à-dire oui. aussi, ça va être qu'est-ce qu'on va en faire et dans quelle mesure, effectivement, le care va être incorporé dans une culture. Le care, c'est quand même, quand je vous parlais de Joanne Tronto, c'est politique, il y a un impact réel. Donc, sur la première question, sur la féminité, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à dissocier pour ne pas enfermer le débat à travers le prisme du genre qui peut du coup rendre très inaudible voilà, peut-être le care, mais en tout cas, l'héritage part quand même de là, c'est d'une réalité du fait que les femmes sont reléguées à des tâches et que donc ça crée des inégalités, tâches pu être considérées comme ingrates et qui le sont pour certaines et qui aujourd'hui peuvent être davantage valorisées, bien que ça pose quand même de nombreuses questions. Donc, moi, j'aurais pas tendance à le penser à travers le prisme de la féminité ou du féminisme, mais je peux tout à fait concevoir qu'on le fasse et en plus, on trouvera beaucoup de choses pour se nourrir puisque la littérature est remplie de femmes qui ont fait aussi l'analogie est construite et ça part quand même de ce rapport étroit entre démocratie et féminité, et féminisme plutôt. Je me permets de réinsister auprès des personnes encore connectées. Merci de poser vos questions sur questions et réponses et non pas sur converser. Parce qu'on ne peut pas être sur les deux en même temps. Donc voilà, pour l'histoire de pouvoir… moi, je suis sur converser, du coup. C'est pour ça que j'avais vu prendre garde. Voilà. Oui, mais nous voilà. Il y a déjà plus d'une trentaine de questions. Alors, une question, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, la mise en avant de l'éducation thérapeutique des patients et la nouvelle place dans la démocratie sanitaire des patients experts n'est-elle pas une nouvelle forme du care? Alors, pouvez-vous me répéter la question? Pardon, j'étais happée par une question, il faut que j'enlève le… Oui. La mise en avant de l'éducation thérapeutique des patients et la nouvelle place dans la démocratie sanitaire des patients experts, alors je crois qu'on peut parler des pères aidants, n'est-elle pas une nouvelle forme du care? En plus, si on parle de pères aidants et de care, on réconcilie tout le monde, là, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas exactement si les patients experts peuvent être comparés à des pères aidants. En fait, c'est l'investissement. De ce que je comprends de la question, c'est l'investissement du patient dans une relation, c'est ça? Oui, on est bien loin de la posture verticale, sachant, et la personne qui va recevoir, voire même se voir imposer une verticalité de la fameuse paire, P-E-R-E, pour aller vers une relation plus horizontale, P-A-I-R-S pour le coup, où on va finalement partager. Du coup, c'est intéressant, c'est-à-dire que le care, encore une fois, se dessine à l'aune du contexte. On est dans un monde de plus en plus horizontal. On est dans un monde, on a parlé d'autorité tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avant quand on s'est connecté. Aujourd'hui, on est dans un monde où pour faire autorité, vous ne pouvez pas écraser. L'autorité, elle s'aplanit aussi dans le rapport. Donc, ça invite à construire une autorité à l'aune d'un monde de plus en plus horizontal. Donc, le care doit aussi se penser dans cet environnement-là. Donc, en fait, le care se construit. J'ai vu passer une question qui nous dit « mais avant, le care n'existait pas et c'est hyper intéressant. Alors, l'éthique du care apparaît au moment où je vous l'ai dit avec Carole Killigan, son ouvrage « Une voix différente ». Mais évidemment que, encore une fois, ce sont des mots posés que nous, on va partager et relayer. Mais le care en tant que tel, c'est-à-dire le souci de la relation, vous pouvez le trouver au cours de l'histoire, dans la civilisation, évidemment. Là, on parle vraiment du mot, de l'éthique du care, du mouvement. Voilà. Mais heureusement que le soin, la relation, le souci, on l'a pu le trouver dans la religion, dans plein de choses. Voilà. Alors, revenons à l'éthique. Une question, comment l'intelligence artificielle peut trouver sa place dans une médecine centrée sur la personne et dans quelle mesure les algorithmes et ce qu'on en fait sont empreints d'éthique? Tant que l'intelligence artificielle est quand même le fruit d'une intelligence collective, naturelle, partagée, voilà, qu'on ne se dispense pas de penser et qu'on l'accompagne et qu'on sache aussi la mettre à sa place, c'est-à-dire au service de l'homme. Donc, mais l'intelligence artificielle, je vais même loin, c'est fondamental.
pour l'avenir. Il y a des recherches magnifiques. Enfin, ça va accompagner demain le soin. Il y a beaucoup de choses. Je voyais, c'était Cédric Villani, donc, qui a travaillé évidemment sur l'intelligence artificielle, sur les algorithmes, sur beaucoup de choses, montrer combien ça peut se faire au service de la santé. Et que là où on pourrait louper un train et un coche, c'est en voyant comme quelque chose qui va aller à l'encontre du soin. La question, et c'est une question qui demande à être construite, c'est-à-dire comment je peux utiliser ces avancées, ces données. L'intelligence artificielle, ce sont des données qui vont me permettre d'aller peut-être plus rapidement dans ma façon d'exercer, qui vont pouvoir me permettre de recueillir un nombre de données importantes pour pouvoir faire face à des pathologies. Donc l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle se fait au service de l'humain, ça peut faire avancer énormément de choses. Et donc le danger souligné par Cédric Villani, c'était il y a 2-3 ans justement, c'était de dire attention, la France qui est déjà plutôt réfractaire de manière générale dans le domaine de l'éthique, et je pense que c'est plutôt un bien, attention à ne pas non plus louper des coches importants pour le monde de demain et la santé. Justement, pour aller un tout petit peu plus loin, moi, je ne me fais pas d'illusions énormément. Je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais en tout cas, mon métier est amené à disparaître. Ou probablement aux dépens de l'intelligence artificielle. Et là, on enlève complètement le côté humain. Voilà, ouais. Peut-être une science infaillible, mais en tout cas, ça manquera totalement d'humain. C'est ça. La vraie question, c'est quand l'intelligence artificielle sera elle-même sa propre génératrice et elle imposera sa propre éthique, on va où? Alors, moi, je suis assez rassurée sur ça. Alors, peut-être que là, je me trompe encore. Hein. Je me dis que la seule différence, c'est que l'intelligence artificielle est programmée pour faire quelque chose. L'intelligence, elle peut vous dire, elle peut vous donner une réponse. Mais elle n'est jamais en capacité de pouvoir rebondir de manière vraiment à analyser ce qu'il pourrait y avoir. Il y a quelque chose d'assez linéaire là où effectivement l'humain va pouvoir juger, sortir des statistiques pour pouvoir analyser ce qui se joue ici en temps réel. Sincèrement, je pense que le tandem humain-intelligence artificielle, c'est un combo absolument magique et qui peut être une vraie chance et opportunité pour demain. Par contre, ça doit rester au service de l'humain et surtout dans la main de l'humain. J'ai du mal à concevoir une intelligence artificielle qui puisse totalement nous dépasser, mais encore une fois, je n'ai pas mené les recherches que j'ai menées sur la maternité, peut-être que je serais surprise. En tout cas, j'ai tendance à penser que l'intelligence artificielle peut encore être que ce qu'on en fera. Donc j'espère qu'on travaillera à faire en sorte de garder la main sur tout ça. Alors, il y a justement une sœur qui dit « l'IA n'a pas d'empathie ». Et je voudrais revenir à un certain frère Jacques qui fait pas mal de réflexions sur ce chat. Alors, il a beaucoup apprécié Le mal de mer, le titre de votre livre, et il demande « Que pensez-vous du mal de père, P-A-I-R » Alors, dans quel sens, du coup? Parce que j'ai le sentiment qu'on est… Alors, je n'en sais rien. C'est une question qui est posée telle que… Parce que PERE, je l'aurais peut-être mieux comprise dans le sens l'autorité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de PAIR? J'ai le sentiment qu'on est plutôt dans une ère, justement, où on court le rapport entre père, PIRS, c'est-à-dire qu'il y a moins un expert et celui qui apprend, tant on est informé aussi. Voilà, il y a quand même aujourd'hui des choses aplanies et moins peut-être de père, PERE. En tout cas, est-ce que ça serait éventuellement le mal de la parité, le père? Le mal de la parité, même si on est quand même dans un monde où il y en a de plus en plus de parité. Finalement, en tout cas, il est très fort. Si c'est bien ça, il est bien fort, Jacques. Alors, si Jacques veut étayer, avec grande joie. En tout cas, je pense qu'il y a un mal de père en termes d'autorité et de référentiel dans nos vies. Oui. Vous n'entendez peut-être pas derrière, ma fille vient de dire « Bonne nuit, maman ». Je suis désolée, ça reste humain comme rencontre. Alors, Si, voilà. Alors, une question qui revient aussi à l'éthique, mais bon, voilà. La suspension, donc de Claude, la suspension de la clause de conscience pour les médecins refusant d'effectuer l'IVG est-elle éthique? C'est un sujet, alors, refusant la clause de confiance. De conscience. Conscience. La suspension de la clause de conscience. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis conscience. C'est marrant parce que du coup, ça peut faire perdre confiance. Oui, c'est ça. C'est difficile de juger de manière générale. C'est pour ça que je trouve que c'est
d'ailleurs, ce serait, je trouve, spécial peut-être de vous dire comme ça, d'avoir une réponse oui, non. Ça mériterait d'avoir une vraie réflexion que je n'ai absolument pas menée sur cette thématique particulière. En tout cas, je pense que ça mérite d'être réfléchi. Là, j'avoue que je sèche un peu sur une réponse à donner. Être éthique, alors, toujours beaucoup de mal avec l'idée de se dire est-ce que c'est éthique ou ça ne l'est pas. Je trouve déjà que c'est assez vertigineux de dire qu'il y aurait une bonne réponse. Je pense qu'il y a souvent des réponses à apporter dans des contextes différents. IVG, oui, mais qui quel âge, comment, parcours. Bon, voilà, ça pose pour moi d'innombrables questions et je ne suis pas, en tout cas, outillée sur cette problématique pour pouvoir dire si c'est éthique ou non, de manière tranchée en tout cas. Désolée, mais j'irai regarder du coup. L'art de savoir avouer qu'on ne sait pas tout, hein, c'est préalable. Préalable de la philosophie. Alors décidément, on tourne autour de la sphère du soin et du prendre soin. Une question qui est posée, pour en revenir à la médecine, la question s'adresse aussi aux modérateurs. Enfin, on ne fait que modérer, nous. Hein. Et encore, rien à modérer. Dans quelle mesure la philosophie d'Hippocrate, qui n'était pas que médecin, mais aussi philosophe, peut réconcilier les soignants contemporains avec l'éthique primordiale du serment d'Hippocrate, au fond assez proche du serment du maçon? Le faire vivre, en fait, tout simplement. Et déjà, il y a quelque chose de génial, c'est que ce sont des mots dans un carnet qui résonnent. Comment on peut les faire incarner, en fait? Comment on peut les incarner concrètement dans nos pratiques, ne pas omettre la raison d'être du soin, ce pourquoi on fait les choses, ne pas perdre de vue, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment... On a beaucoup parlé d'essentiel en ce moment. C'est peut-être essentiel d'en revenir au serment d'Hippocrate, oui. Il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est on a beaucoup parlé d'essentiel en débattant sur les commerces qui le sont. Alors, moi, je trouve le débat absolument intéressant, mais du coup, peut-être qu'il occulte aussi une vraie problématique, c'est d'en revenir à ce qui est essentiel pour nous, à la raison d'être de notre activité, à ce pourquoi on fait les choses. Donc, voilà, je crois que le serment d'Hippocrate peut être un phare, si on fait écho au mal de mer un peu tangent, pour nous renvoyer finalement à cette autorité, à cette chose qui peut nous tenir dans des temps mouvants. Pour compléter par rapport à la dernière partie de la question qui était la surtout ne pas nuire, c'est quand même magnifique. Hein, le care, c'est le cœur du care, au final. Pour vraiment finir sur la dernière partie de la question qui était la partie un peu initiatique, finalement, on a tous suivi un cheminement qui fait qu'on essaie de véhiculer et de faire vivre des enseignements qui ont plusieurs centaines d'années, 300 au moins. Et si on veut vraiment être un peu à la hauteur de l'enseigne, en étant un maillon de transmission, pour reprendre un vocabulaire bien connu, et ben si on arrive à prendre soin de notre prochain et de ceux qui sont à droite et à gauche, et qu'on est justement juste et équitable et bienfaisant dans ce que l'on fait, ben on a fait du care avec eux dans le quotidien, voilà, sans forcément être médecin. Il n'y a pas besoin de soigner pour prendre soin, si j'ai tout bien compris ce que vous disiez depuis le départ. Tout à fait. Et alors là, ça me renvoie, attendez, il faut que je remette tout d'un coup, ça me renvoie, parce que vous avez dit quelque chose de très juste, vous avez parlé de trouver la justice. Et je trouve que c'est une vaste entreprise. Qu'est-ce qui est juste? Ça pose une question passionnante. Qu'est-ce qui est juste? Il y a des gens qui vont se débattre en vous disant ce que vous défendez n'est pas juste. D'autres vont vous dire, et ça nous renvoie, et là vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais ça va revenir au prix Nobel de l'économie qui a fait Amartya Sen, qui a fait de magnifiques travaux sur la justice, justement en discutant le principe universel de justice de John Rawls, ça me revient, en disant non, il n'y a pas une théorie universelle de ce que serait qu'être juste, tant la vie nous confronte au fait qu'il y a des conceptions de la justice et que cette conception-là, il est important de savoir ce qui nous apparaît juste à l'aune d'un service, faire un bilan aussi personnel. Il y a des conceptions de la justice et on ne va pas convoquer les mêmes forcément au bon moment, au même endroit. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque effectivement, le principe de justice fait partie des grands principes éthiques. Mais en même temps, c'est aussi relatif. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Il donne un exemple, peut-être je peux terminer sur ça, alors je vais peut-être les rétribuer de manière un petit peu grossière, mais ça me revient. Il donne l'exemple brillant
d'une flûte qui serait donnée. Donc, imaginez, vous avez quelque chose en votre possession. En l'occurrence, c'est le roi Salomon qui a une flûte. Là, il prend l'exemple, c'est la parabole de la flûte du roi Salomon, pour nous montrer combien le principe de justice est compliqué à appliquer. Et c'est passionnant. Et il nous dit, imaginez, vous avez cette flûte. Vous avez quelque chose. Vous avez un savoir, une connaissance. Vous avez des choses. Et là, arrive un enfant qui vous demande cette flûte. Un enfant en plus, mon Dieu. Évidemment, vous allez lui donner. Mais au même moment, arrive un autre enfant. Je ne les citerai pas parce que j'oublierai leur nom. Je sais qu'il y a Clara, Bob et l'autre, je ne sais plus. Bon, il y en a, et à ce moment-là, arrive un deuxième enfant qui vous dit, est-ce que tu peux me passer la flûte? Vous avez la même flûte. Là, ça devient plus difficile. Une première, deuxième personne, troisième enfant. Et chacun des enfants va avoir un argument différent. L'un va vous dire, est-ce que vous pouvez me donner la flûte? Parce que moi, j'ai jamais eu de flûte. Jamais. L'autre va vous dire, mais moi, le problème, c'est que moi, c'est moi qui l'ai faite, cette flûte. Alors, est-ce que vous pourriez me la donner? Parce que c'est quand même, c'est moi qui l'ai faite. Et le troisième vous dit, alors moi, en fait, c'est juste que je sais en jouer. Je sais jouer de la flûte. Et là, c'est magnifique. Ce que veut montrer Amartya Sen, c'est que quelle définition de la justice vous allez convoquer? Parce que vous pourriez la donner aux trois, que ce serait juste. Juste parce que l'un l'a produit. Est-ce que tout travail ne mérite pas récompense? Vous auriez dans ce cas une vision plutôt libérale, plutôt capitaliste, etc., plutôt de droite, pourrions-nous dire. Donc, il fait une vision économique pour dire, il n'y a pas chez quelqu'un de gauche ou de droite quelqu'un qui ne vise pas la justice, nous n'avons juste pas les mêmes définitions de ce qui est juste. Vous pourriez décider de donner à celui qui n'a pas, mais en même temps, celui qui sait en faire, l'utilitarisme pourrait peut-être rayonner pour tous. Voilà, j'avais envie de terminer sur ça en vous disant quand même qu'il ne suffit pas de dire « c'est juste ». Il est important d'expliquer ce qu'on veut dire à travers le principe de justice. Voilà. On voulait vous remercier parce que merci pour l'élégance de la conclusion pour le roi Salomon. Quelque part, vous avez fait un joli clin d'œil. Je pense qu'il n'était pas du tout le fruit du hasard. Merci pour l'élégance du propos, de la richesse du propos. Et je pense que Marie-Thérèse Besson va reprendre la parole. Merci encore, c'était un délice de pouvoir participer et un vrai plaisir de pouvoir participer à ce débat. Merci. Et merci à tous les participants et aux très, très nombreuses questions, aux réflexions. Et voilà, nous terminons à plus de 120, alors que nous étions plus de 150 tout à l'heure. Merci à vous, Laura. C'était très clair, comme d'habitude. Et on se réjouit de vous retrouver peut-être prochainement. Merci sur les réseaux, mais sociaux. Merci à vous. Merci à vous tous. À mon tour de vous remercier tous les trois. C'était effectivement tout à fait passionnant. J'ai juste retenu deux petites expressions comme ça que j'ai entendues comme un appel aux maçons que nous sommes: faire exister le Caire et habiter le monde. Et je crois qu'on peut se retrouver complètement à travers ces deux petites phrases que vous avez prononcées, Laura, et que chacun ici a pu entendre. Donc, merci encore une fois. Alors, la semaine prochaine, puisque nous nous retrouvons toutes les semaines, nous aurons cette fois-ci le bonheur d'entendre Ralem Belcek, qui va nous parler d'éthique à travers la laïcité. Le sujet étant laïcité, solution ou problème? Point d'interrogation. Les deux médiateurs, une médiatrice et un médiateur, seront Evelyne Grimal-Richard, qui est une sœur de la Grande Loge féminine de France, et Alain Noël Dubar, donc ancien grand maître de la Grande Loge de France. Donc nous vous donnons rendez-vous à tous jeudi prochain à 19h30 pour ce sujet, laïcité, solution ou problème. Merci de la part de toute l'équipe du Collège maçonnique. Merci infiniment. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.